Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le professeur Joseph Diogbenou n'est plus à la tête de la Cour constitutionnelle. Il a remis sa lettre de démission ce mardi 12 juillet au vice-président de la dite institution. Le raccordement au réseau électrique sera gratuit, ce à compter de 2025. Cette politique gouvernementale vise à assurer l'alimentation en énergie électrique des populations. Initié par les coachs Isaïe Avano et Jonas Bidé, le camp des jeunes gardiens de but s'est tenu du 9 au 11 juillet dernier à Ouida. À suivre dans cette édition le bilan à mi-parcours de la dite formation. Bienvenue à toutes et à tous. Le professeur Joseph Diogbenou a démissionné de son poste de président de la Cour constitutionnelle. Sa lettre de démission a été déposée ce mardi 12 juillet à la haute juridiction. Selon le communiqué du secrétaire général de la Cour, le vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou, va prendre les rênes de la juridiction. La passation de charge entre ce dernier et le président sortant est prévue pour demain mercredi. Cette démission intervient au thème de sa récente tournée où il a rencontré les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens présidents de l'Assemblée nationale dont Maître Adrien Roumbédi ainsi que le chef de l'État Patrice Talon. Pour compter de 2025, le raccordement au réseau électrique selon les prévisions sera gratuit. Au lieu de 85 000 francs CFA, les ménages ne débourseront aucun franc dès l'année prochaine, dès 2025 pour le raccordement au dit réseau. Dans cette perspective, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres du mercredi dernier de réduire le coût du branchement électrique qui passe désormais à 20 000 francs CFA pour le consommateur, soit 10 000 francs comme montant forfaitaire de raccordement et 10 000 francs pour la prestation de contrôle des installations intérieures. Cette réduction prend effet à partir de cette année 2022 et va se poursuivre jusqu'en 2024. Les frais de contrôle des installations intérieures resteront toujours à la charge du citoyen qui sollicite les services de raccordement. L'objectif de cette politique du gouvernement consiste à assurer l'alimentation en énergie électrique de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026. Et pour y parvenir, l'État béninois devra débourser la somme de 107 milliards de francs CFA. L'Office de baccalauréat a confirmé la date de la première délibération de l'examen du bac, session unique de juin 2022. Selon le chronogramme, les grandes tendances seront communiquées à la presse demain mercredi 13 juillet. Après la publication des statistiques par l'Office du baccalauréat, les résultats seront disponibles sur la plateforme e-Résultats. Il faut rappeler que pour le bac 2022, ils sont au total 77 416 candidats à composer contre 82 958 enregistrés en 2021. À quelques heures des résultats du bac 2022 prévus pour demain mercredi et dans la dynamique de la cogestion, une délégation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yaïla Descamps a visité les centres qui abritent les activités de secrétariat, de correction et d'empilation pour se rendre compte du bon résultat, du respect des délais. Elle était accompagnée de son homologue des enseignements secondaires technique et de la formation professionnelle, Yves Chabikwaro. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Correcteur et secrétaire en plein travaux. C'est le constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et son homologue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwaro Chabi, lors de leur visite conjointe dans les centres de correction du baccalauréat 2022. Occasion saisie par le ministre des Enseignements secondaires pour rappeler quelques consignes aux acteurs de la chaîne du baccalauréat. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des enseignants très concentrés et vraiment engagés à faire du bon travail. Nous avons quand même prodigué des conseils. Nous leur avons demandé d'avoir beaucoup de professionnalisme dans ce qu'ils font. Déjà que c'est des professionnels qu'on a commis à la tâche. Ils n'ont pas été désignés par hasard, c'est des sachants. Mais nous leur avons demandé un maximum de concentration pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur.
Nous leur avons demandé évidemment de la rigueur professionnelle dans le travail qu'ils font. Parce que nous savons tous que les résultats, c'est par rapport aux résultats que nous avons, le visage réel de nos apprenants et également du système. Le ministre Éléonore Yaïla Descamps, quant à elle, est satisfaite de l'avancée des travaux. Nous avons été encouragés par ce qui est ressorti du secrétariat également. Puis après, nous sommes allés dans les salles de saisie. C'est le cerveau. Après la correction, le secrétariat qui a veillé sur l'effectivité des notes portées sur les copies, il est également bien d'appeler notre attention sur ce qui se déroule dans les orties. Et nous avons trouvé également des équipes studieuses, très responsables, qui savent manipuler l'ordinateur et qui nous ont confirmé que la question d'Internet, de disponibilité, de connexion ne se pose pas. Ça veut dire que l'un dans l'autre, globalement, nous pouvons dire que la délibération qui est la phase prochaine va bien se dérouler et nous allons pouvoir donner les résultats à date, à savoir le 13 juillet, les résultats seront donnés. Et les candidats et les parents d'élèves seront fixés sur ce qu'ils ont eu à faire tout au long de l'année. Docteur Ahmed Humpati, au nom des superviseurs départementaux, rassure. Tout s'est bien passé ici au lycée Mathieu Bouquet de Parakou et aussi dans tous les autres centres du pays, les 10 autres centres du pays. Depuis le lundi, nous avons commencé par accueillir les présidents de sous-commission. Après entretien avec ces présidents, nous sommes partis en atelier pour étudier ensemble les corrigés types et les appropriés. Suite à cela, les activités proprement dites ont commencé, mais je vous avoue qu'à la date d'aujourd'hui, les sous-commissions ont fini, les copies sont déjà entrées au secrétariat. Il paraît évident que les acteurs à divers niveaux ont joué leur partition afin que la proclamation des résultats du baccalauréat 2022 soit effective pour le 13 juillet 2022. Parlons toujours des résultats du bac prévus pour ce 13 juillet. ESAE TV s'est rapproché du directeur de l'Office du baccalauréat pour s'informer des dispositions prises en ce qui concerne la session de remplacement. Elle démarre le 18 juillet prochain, selon le professeur Alphonse Da Silva. Il est au micro de Carles Kitome. Bien, la session de remplacement est prévue pour les candidats qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre, ou bien surtout qui sont tombés malades et qui n'ont pas pu prendre part à la session normale. Donc il y a un dossier qui est fourni et on fait l'exégèse de ces dossiers-là et on affiche la liste de ceux qui peuvent prendre part à la session de remplacement. Cette année, la session de remplacement est prévue pour le 18 juillet. Le centre unique est le centre de Sainte-Rita. Donc nous prions les candidats dans quelques jours de visiter ce centre. De toute façon, ça sera diffusé, la liste de ceux qui sont prévus pour prendre part à la composition du bac, session de remplacement. Il y a un seul centre, c'est pour tous les candidats qui sont tombés malades, qui se trouvent à Tukuntuna, à Parakou ou bien à Boïkon. Donc, ils viennent composer dans ce centre de Sainte-Rita, qui est le centre unique. Le développement web est le codage ou la programmation qui permet de faire fonctionner un site web selon les exigences du propriétaire. Ce métier qui se développe de plus en plus au Bénin attise les curiosités. Ricardo Aron-Vlamer, développeur web, nous parle de son métier au micro de Anaël Dou. Globalement, un développeur web, c'est pouvoir développer des solutions qui peuvent être utilisées sur le web. Le web étant toute l'interface sur laquelle nous naviguons, Internet, les moteurs de recherche. Bon, comme moteur de recherche, on a Google, ainsi de suite. Donc, de façon beaucoup plus pratique,
Lorsque vous partez sur Google, par exemple, et vous recherchez telle ou telle chose, vous trouvez beaucoup de liens. Ces liens sont pour la plupart du temps des sites internet ou des plateformes. Lorsque vous cliquez dessus, ce sur quoi vous tombez a été développé ou bien a été créé par un développeur. C'est le fait de créer qu'on appelle le développement. Donc un développeur web, c'est quelqu'un qui crée des solutions pour le web et ces solutions, la plupart du temps, c'est des sites internet. Donc c'est quelqu'un qui crée des sites internet. Comme tout métier, le développement web répond à des problèmes spécifiques ou bien à des besoins spécifiques. Donc en développant un site, le plus important, c'est le but ou bien l'objectif que vise le site internet. Il y a plusieurs types de sites internet. Nous avons les sites vitrines qui sont pour la plupart du temps pour les entreprises. Et ces sites permettent aux entreprises d'avoir une vitrine sur internet, d'être visibles, de partager des informations, des actualités, ainsi de suite. Nous avons des sites e-commerce qui permettent aux entreprises et aux particuliers de vendre leurs produits sur le web un peu partout. Donc vous pouvez au Bénin avoir un site e-commerce et puis commercialiser tout ce que vous faites à l'international. Nous avons des blogs qui sont des petits sites, mais qui sont des types de sites qui permettent de partager des informations, des actualités. Donc, juste en quelques temps, vous mettez un texte en ligne avec des images et puis là, les internautes peuvent le lire et puis les commenter, ainsi de suite. Donc, comment faire pour qu'un site soit efficace? C'est qu'il ne faut pas oublier l'objectif de départ. Le développeur, en créant le site, même en mettant une simple couleur, en ajoutant une simple police, en mettant un tel bouton quelque part, peu importe l'endroit, son objectif, c'est pour amener l'internaute à un but précis. Soit découvrir une information précise, soit passer à l'achat, soit faire quelque chose quand même de précis. Donc, le plus important pour un site internet, c'est l'objectif. Donc, tout le reste, c'est des détails techniques. Mais le plus important, c'est l'objectif, parvenir à atteindre l'objectif. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est prêt à investir dans la création de ce site internet, le plus important pour lui, c'est pas avoir un site juste pour avoir un site, mais c'est d'atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça, au fait, que le développeur est là. Ce qui est le plus important, c'est lorsqu'on parle de site internet, pour la plupart du temps, on pense à une énorme visibilité. Et puis, qui parle de visibilité, parle de rentabilité. Il y a divers types de problèmes. Il y a les problèmes liés au métier, comme tout autre métier, parce que c'est un métier à part entière. Et puis, il y a les problèmes liés à la position géographique, c'est-à-dire au fait qu'on soit dans un pays où il n'y a pas trop de connexion, où il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de soucis et tout. Les problèmes basiques, ou bien les problèmes généraux liés au métier du développement, c'est le stress. Le stress parce que tu as un truc à mettre en ligne, parfois ça marche pas. Et puis, généralement, on écrit du code. Tout ce que nous voyons sur Internet est géré par les codes. Et puis les codes, c'est une infinité de signes. Et parfois, ces signes ne peuvent ne pas marcher. Donc, c'est compliqué, par exemple, de se retrouver dans une situation où ce que tu as toujours fait refuse de marcher. Donc, tu es obligé de reprendre le travail à zéro et ça devient très, très, très compliqué pour la plupart du temps. À cause du fait que nous autres, nous sommes au Bénin, à cause du fait qu'il n'y a pas forcément une très bonne connexion pour la plupart du temps, il y a aussi ces problèmes qui sont là. Parce que souvent, nous tournons des logiciels qui bouffent énormément de données. Et puis parfois, quel que soit ce que tu investis dans la connexion, il n'y a pas toujours de bons résultats. Donc il y a ça. Après, d'autres problèmes, comme je vous l'ai dit, sur le plan social, les développeurs, ils ont un peu de soucis à s'intégrer. Bon, aujourd'hui, c'est en train d'être démystifié. Mais hier, les développeurs, c'était beaucoup plus des gens qui étaient vus comme des gens qui étaient tout le temps accros à leurs ordinateurs. Ils sont pour la plupart du temps désocialisés d'une manière ou d'une autre. Et puis, pour eux, c'est un peu compliqué. Puis, ils sont tout le temps habitués au monde des robots, c'est-à-dire les machines et autres. C'est un peu compliqué, par exemple, pour eux de se sociabiliser très rapidement. Eleonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a communié le samedi 9 juillet dernier avec la communauté musulmane de Savet à l'occasion de la fête de Tabaski. Elle a assisté à la grande prière de l'Aïd El-Kébir au stade communal en compagnie d'autres autorités politico-administratives. Le reportage est signé Larius Adiagounou. Stade communal de Savet. La communauté musulmane sacrifie à la tradition de la prière du matin de l'Aïd El-Kébir 2022. Native de la localité, Eleonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se joint aux fidèles pour porter d'une seule voix leurs intentions à Dieu. Ce qui marque ma présence, c'est la célébration de l'unité, la célébration de la solidarité entre les hommes. Et nous avons un seul Dieu. À chaque fois qu'il y a un rassemblement pour intercéder, pour rendre grâce, pour supplier Dieu, il n'y a pas de barrière. Sous la conduite de l'imam central, les Tchabais ont imploré la grâce divine, le pardon et la paix et ont fait les rites rattachés à cette fête religieuse qui rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu, lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël.
Les prières dites ont touché l'autorité ministérielle. J'ai été très ravie et très réconfortée par la profondeur des prières, surtout portées par l'imam, à savoir la paix dans le monde. Tout ce qui se passe comme les guerres un peu partout, que Dieu veuille vraiment apporter sa paix afin que les hommes se comprennent mieux, se donnent la main pour l'œuvre de développement. Et j'ai profité de cela pour partager également le message de paix, le message de présence aux côtés des populations du gouvernement. La dernière fois, il y avait eu une tournée gouvernementale pour témoigner notre proximité aux populations. Cette proximité se poursuit à tous les niveaux. Les dignitaires des autres religions ont marqué de leur présence la célébration de la fête de Tabaski 2022 à la grande satisfaction du maire de la commune de Savè. C'est la fête de nous tous. Et vu sous ce temps, j'estime qu'au Bénin, c'est clair et principalement à Savè, il n'y aura jamais de guerre de religion. L'imam central de Savè exprime sa reconnaissance aux personnalités présentes. Cette fête de la Tabaski d'aujourd'hui, c'est une joie pour nous, notre fils, notre fille, ministre des enseignements supérieurs et l'honorable Ogunwale, avec notre maire et les autorités qui ont accompagné le ministre et les autorités de la ville de Savè. On les remercie. On remercie aussi le roi, les deux rois de Savè. Que Dieu nous donne la santé, qu'on puisse adorer Dieu longtemps. Que depuis Savè, les bénédictions de la Tabaski 2022 jaillissent sur tout le Bénin. La sérigraphie est un procédé d'impression au pochoir utilisant un écran de soie ou de nylon. Les professionnels de ce secteur proposent diverses offres à leurs clients. Dans ce reportage, Francis Fahami et Ulrich Amegankoué nous emmènent à la découverte du métier de sérigraphie. Suivez plutôt. Ici, nous sommes à Sébéa. Devant nous, des bâches qui recouvrent des contreplaqués, des autocollants et des outils. Il s'agit du box de deux sérigraphes, Pen Décor et Destin A. C'est ici que la magie s'opère, mais en 3 étapes. La première étape, c'est, je suppose qu'un client veut réaliser des t-shirts pour le décès. Et d'accord, il nous dit, d'abord nous dit la couleur du t-shirt, il nous dit le test, ce qu'on veut mettre, la photo du défunt. Nous maintenant, on va vers les graphistes. Ce sont eux qui nous font ces conceptions-là. Quand il fait ça, nous on ramène maintenant, on achète la soie. Parce qu'il y a un dispositif qui nous permet quand même d'imprimer totalement sur un t-shirt ou bien sûr de Lacoste. Donc, on fait maintenant l'impression sur la soie. On met la conception que le graphiste nous a remise. On va encore dans un autre atelier pour imprimer cette conception-là maintenant sur la soie. On pose sur l'habit. Comme ça, on met l'encre. Et on passe sur ça, ça sort en même temps sur l'habit et c'est fini. On sèche maintenant au soleil et puis ça se cadre et puis on livre. En sérigraphie, lorsqu'on parle d'un grand lot de commandes, on n'est pas loin d'un automatisme. C'est cette seule soie, ce dispositif qui va imprimer sur les 1000 t-shirts. Vous comprenez? Maintenant, à un niveau donné là, le truc, c'est les lettres quoi. Ça se remplit d'encre. On attend, on prend l'eau de javel, on prend l'eau savonneuse et on corrige. On reprend encore le processus. Vous voyez, quand on corrige là avec l'eau, on met au soleil, ça se sèche maintenant, on reprend encore. Chaque fois, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet encore, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet. Un sérigraphe doit se munir de quelques outils indispensables à sa prestation. Cadre, soit les maquettes que les graphistes nous font truc là, on utilise tout ces trucs là pour l'encre, t-shirt pour faire la sérigraphie. Entre sérigraphes, on se crée des compromis. Il s'agit d'occasions qui permettent de diminuer le coût de la prestation pour le client. À cause de celui qui t'a amené, je peux te faire ça. Mais si toi tu veux amener un autre chez moi, ne lui dis pas le prix. Tu comprends?
Bon, par exemple, mon second qui est là m'a amené un client. À cause de mon second, même si je vais travailler au client et gagner 5 francs, à cause de mon second, je peux travailler au client. Pourquoi? Parce que demain, le client peut m'amener d'autres travaux qui peuvent me donner plus de bénéfices. Aujourd'hui, de nombreux sérigraphes élargissent leur domaine d'activité. Ainsi, de nombreux y ajoutent la calligraphie et bien d'autres encore. Lors du transvasement de gasoil entre 2 camions citernes à l'aide d'un groupe électrogène, un incendie s'est déclaré au niveau du marché Agua dans la commune de Bontet ce lundi 11 juillet. Le groupe électrogène a pris feu. L'incendie s'est propagé à l'un des pneus d'un camion citerne avant d'enflammer les hangars du marché. Une équipe de sapeurs-pompiers s'est déployée sur les lieux pour arrêter la catastrophe. La première étape du camp de jeunes gardiens de but, la lucarne, s'est achevée ce lundi 11 juillet à Ouida. Pendant 3 jours, une vingtaine de participants venus de centres de formation ont renforcé leurs connaissances sous la houlette des coachs Isaïe Avano et Jonas Bidé. Reportage Larios Adjagouin. Ces jeunes footballeurs partagent un rêve commun, devenir un gardien de but professionnel. Du 9 au 11 juillet 2022, ils sont venus à Ouida travailler les techniques de base sous les ordres du coach Isaïe Avanon lors du camp d'entraînement La Lucarne. Ce camp regroupe surtout les jeunes de 12 à 17 ans normalement, c'est ce qu'on a prévu. Certes, il y a parmi les participants 2 qui ont dépassé l'âge, qui ont déjà 18 ans. On doit les faire travailler sur les aspects techniques, les aspects mentaux de gardien de but. Légèrement, on va passer sur l'aspect tactique, parce qu'il faut constituer tout le groupe, toute une équipe pour travailler l'aspect tactique. Néanmoins, il y aura une petite portion qu'on va les faire découvrir, mais surtout les fondamentaux. La prise de balle, le plongeon, les déplacements sur prise de balle, le jeu au pied, séance vidéo. Pendant 3 jours, Isaïe Avanon s'est attelé avec l'aide de Jonas Bidé et d'autres anciens gardiens du Bénin à enseigner les bonnes pratiques à la vingtaine de stagiaires. Je me suis entraîné avec des grands gardiens, par exemple mon coach équipe nationale 17 et le coach des écureuils A, qui a aussi des expériences qui nous ont montré comment prendre un ballon, la prise de balle, les sorties aériennes, les sorties et les balles au sol. J'ai beaucoup acquis de connaissances, j'ai reçu beaucoup de choses sur les jeux au pied, les prises de balle et comment entrer en contact avec le ballon, malgré la puissance du ballon. Au cours de ce camp, je me suis amélioré. Les choses mauvaises que je faisais, je les ai améliorées. Et grâce aux entraînements que je vais faire au club, je vais bien m'améliorer. Les coachs nous ont même donné la chance de pouvoir causer avec un grand monument. C'était fier. J'ai participé à ce camp et j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'on a fait. J'aimerais être là pour la seconde édition. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger avec d'autres gardiens depuis l'étranger, dont l'emblématique gardien camerounais Thomas Nkono. Quand moi je faisais l'entraînement, je ne m'entraînais jamais avec l'équipe titulaire, je m'entraînais contre l'équipe titulaire. Ça prouvait quoi? Ça voulait ça. Presque tous les matchs qu'on faisait, ceux qui les gagnaient, c'était normalement l'équipe réserve. Jonas Bidé, entraîneur des gardiens de but des écureuils, exprime sa satisfaction au regard du travail abattu. Je suis satisfait de ces 3 jours de camp qu'on a fait pour ces jeunes gardiens de but. Et ça me permet de mieux les découvrir et ça leur permet aussi de savoir de quoi on est capable. Et je pense que c'est l'art du donner et du recevoir, puisque sans eux, nous n'existons pas. Donc on a profité d'eux et ils ont profité aussi de nous. Le coach Isaïe Avanon a réussi le pari de la première étape du camp de jeunes gardiens de but ici à Ouida. On a exécuté tout leur programme technique établi depuis
pendant les 3 jours, tout ce qui est établi avant, on les a exécutés. C'est une satisfaction. C'est vrai que la maîtrise n'est pas encore là tout de suite, mais ce n'est qu'au fil des répétitions de ces exercices-là que la maîtrise va s'installer. Et pour ces jeunes gardiens qui ont participé à ce camp pourront vraiment s'exprimer avec la plus belle manière pour le plaisir d'eux-mêmes et le plaisir des spectateurs. Après Ouida, la Lucan va mettre le cap sur Parakou pour le même exercice, aider les jeunes footballeurs béninois à réaliser leurs rêves. La Lucan, la Lucan, la Lucan, Au lendemain du camp de formation des jeunes gardiens de but de 12 à 16 ans, Jonas Bidé a fait le bilan à mi-parcours du camp de formation qu'il a initié en collaboration avec Isaïe Avano. Il est au micro de Colombe Oussou. Au fait, on a voulu, Isaïe Avano et moi, on a initié un truc pour permettre aux jeunes gardiens de vivre le haut niveau, de vivre ce qu'un gardien vit sur le terrain en réalité. Donc hier on a commencé et ça s'est bien passé. Il y avait une vingtaine d'enfants et dans la zone de Ouida, sur le terrain de Ouida. Donc on a hébergé les enfants et grâce à l'appui des responsables de Coton, puisqu'on utilise l'hébergement de cette équipe, l'équipe championne du Bénin, et on profite également de leur terrain. Donc c'est une très bonne initiative et les enfants étaient vraiment contents et c'est une opportunité qui ne dit pas son nom. Donc quand l'étape là va finir, on va prendre le cap sur Parakou, on le fera également là-bas et après on va programmer l'étape de Missérété. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.